the difference between squat jump and counter movement jump in 770 male and female participants from different sports. J'ai toujours du mal avec les nombres en anglais. Surtout quand ils sont un peu grands. C'est bête, hein. Normalement je devrais pas. Mais enfin bon, bref. On se retrouve pour une revue informelle d'études particulièrement intéressante, je trouve, parce que c'est un truc qui est relativement simple et qui apporte beaucoup à la façon qu'on a de voir la préparation physique. Ça a été partagé sur son Instagram par JB Morin. JB Morin, c'est quelqu'un qui est une des pointures mondiales en sprint. Je parle pas de la performance, je parle évidemment de la préparation physique en sprint et de la biomécanique du sprint, et voilà, plein de choses comme ça. Bref, sur ce, commençons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du coup 770 mâles et femelles, hommes et femmes, et ils leur ont fait faire, enfin des étudiants très exactement, de sports complètement différents, parce que c'était assez intéressant, et ils leur ont fait faire deux choses, des squat jump et des counter movement jump. Déjà, il faut bien connaître la différence entre les deux. Squat jump, c'est tu tiens, on va dire, 2 secondes jambes à 90 degrés, d'accord, avant d'envoyer le maximum de puissance concentrique. Ok. Et donc du coup d'essayer de sauter le plus haut possible. Et counter movement jump, c'est tu plies très rapidement à 90 degrés tes jambes, donc tu utilises un contre-mouvement et tu envoies le plus haut possible. Et très généralement, même on va dire systématiquement, ton counter movement jump il est plus important que ton squat jump. Et du coup, certains se sont dit que c'était parce qu'en fait ils arrivaient à mieux utiliser le cycle étirement-contraction, ce qui faisait du counter movement jump. En fait, toute l'idée là-dedans, c'est de voir si c'est associé le fait de sauter très haut dans un sport, enfin d'avoir besoin de sauter très haut dans un sport, c'est associé aux performances en squat jump et en counter movement jump. Et deuxième chose, de voir si comment dire, la différence entre le squat jump et le counter movement jump, c'est quelque chose qui est à chercher. Parce que du coup, en fait, l'hypothèse là-dedans, c'est de se dire, si jamais on a une grande différence entre le squat jump et le counter movement, ça veut dire que on est mieux capable d'utiliser le cycle étirement-contraction. Et donc, c'est quelque chose de bien qu'il faut rechercher absolument. Donc du coup, dans les sports par exemple où tu sautes très haut, bah, peut-être que c'est ça qu'il faudrait chercher une grande différence, hein, voilà. Or, eh bien, c'est pas vraiment ce qu'ils ont trouvé. Déjà, il y a un truc qui me fait marrer dans ce qu'ils ont trouvé, c'est que les gens qui font du basket, ils sautent pas plus haut que les autres, ils sautent même pas plus haut que des danseurs. Et en fait, ça me semble assez logique, parce que les gens qui font enfin, pour moi, ça montre bien que quand tu as un sport où tout est délimité, tu peux avoir plein de façons d'arriver aux objectifs. Et je vais expliquer ça. Les gens qui font du basket, ils sont souvent très grands. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir en fait un grand saut. Ils n'ont pas besoin de sauter haut. Parce qu'en fait, le panier, il ne va pas changer de taille suivant. Enfin, il ne va pas augmenter en taille au fur et à mesure. Il n'y a pas des paniers qui sont plus hauts. Et donc les paniers plus hauts, eh ben, il faut aller les chercher. Non, le basket, si tu es suffisamment grand, tu n'as pas besoin de sauter beaucoup. Et donc pour moi, ça explique ça. A l'inverse, les gens qui font du sprint, eh bien, ce sont ceux qui ont sauté le plus haut, et vraiment de loin par rapport aux autres. Et pour moi, c'est lié au fait que, en fait, il faudra toujours aller plus vite que les autres. Le but, c'est d'aller vraiment plus vite, c'est pas d'aller plus haut, du coup, enfin, comme en basket, enfin, plutôt, en basket, le but, c'est pas d'aller plus haut que les autres, c'est d'arriver à une certaine hauteur, alors qu'en sprint, le but, c'est toujours d'aller plus vite, donc d'avoir plus de puissance, de propulsion. Donc voilà, pour moi, c'est assez révélateur. Bref, ceci étant dit, la chose, en fait, qu'ils ont trouvé, c'est que il n'y avait pas vraiment, comment dire, Attends, je vais retrouver le tableau très exactement. Donc du coup, ceux qui sautaient le plus haut n'avaient pas nécessairement une variation plus importante entre le counter movement jump et le squat jump. Ce qui veut dire qu'en fait, peut-être que c'est très intéressant de travailler aussi des exercices qui font travailler le squat jump.
Pourquoi? Parce que le squat jump, il est favorisé par des exercices en fait où tu as besoin par exemple, enfin, il est corrélé, pas il est favorisé, plutôt il est corrélé. Tu sais, par exemple, tu fais des changements de direction rapides, tu vois. Bah là, tu vas pas avoir de counter movement pour faire, enfin, de contre-mouvement pour faire ton changement de direction rapide. Donc, il va falloir que tu utilises en fait la puissance concentrique, la puissance purement musculaire en fait, et pas du tout du cycle étirement-contraction pour faire un changement de direction rapide. Et plein de choses comme ça. Et en fait, il y a des méthodes pour faire travailler ça. Mais du coup, bah, si on se dit qu'il faut faire travailler de cette façon-là, purement concentrique, et on n'est pas obligé de rechercher à chaque fois le contre-mouvement, bah, ça ouvre toute une nouvelle perspective d'entraînement. Enfin, ça permet de diversifier les entraînements et de plus vivre que dans un seul paradigme. Moi, je pense que ça va aussi dans la théorie des facteurs limitants, c'est-à-dire que je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être limités par leur cycle étirement-contraction, et donc du coup il va falloir les faire travailler leur cycle étirement-contraction, et il y a des gens qui vont être limités par plutôt leur performance en puissance concentrique pure, et il va falloir leur faire travailler leur puissance concentrique pure. Alors que jusqu'à maintenant, finalement, ce qui se faisait, c'était de dire le facteur limitant, il est pareil pour tout le monde, c'est le fait d'utiliser le cycle étirement-contraction. Voilà. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut retirer de tout ça. Je pense que comment dire, que j'ai été coupé, pardon, je disais, je pense qu'il faudrait que tu lises l'étude en question, je sais plus si j'ai été coupé là ou pas, hein, mais bref, pas grave, qu'il faudrait que tu lises l'étude en question si jamais tu es un entraîneur et que tu veux entraîner des, des athlètes à sauter plus haut, enfin, où en fait il y a une dominante de saut dans le sport, et c'est très 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 souvent le cas, hein, voilà, de pliométrie, de choses comme ça, l'explosivité, enfin c'est très 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 important dans la majorité des sports. Il y a que en haltéro et en powerlifting où tu n'as peut-être pas trop besoin de ça. Donc voilà, je pense vraiment qu'il faut que tu le lises parce qu'ils font plein de suggestions que je pourrais pas entièrement résumer parce que le papier est pas long mais assez précis, et ils donnent surtout plein de pistes pour aller lire d'autres papiers. Donc voilà. Et sur ce, eh bien, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.